Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour, bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icône de Radio Maalif avec Fadel Abdellaoui. Salut Fadel. Bonjour Reda. Comment vas-tu? Ça va très bien. Mona, comment ça va? Hello, ça va très bien. Coucou Fadel. En forme? Ça va. On va commencer par Fadel, tiens. Ah. Fadel, tu vas nous parler de qui? Je vais vous donner comme d'habitude des indices. Non, parce que C'est écrit dans les... Non mais moi j'aime bien ce jeu. Donne-moi des indices, je vais essayer de comprendre. Non, c'est pour Mona. Alors. L'arrête pour Mouna. Moi je suis pas au courant. Et Tu es pas au courant? Ouais, mais je me sens que je vais me vautrer. C'est du foot? Vas-y, non. Non, c'est pas du foot, c'est un sport collectif. C'est un oujdi. Ok. Sport collectif où je dis pas du Si. foot. Allez. Sa jeunesse au Maroc, à 18 ans, il part en France. Allez, on t'a tout donné. Oui, 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 oui. Un ballon qui n'est pas rond. Un ballon qui n'est pas... Bon, donc du coup, c'est du rugby, mais je connais pas les chanteurs. Je connais pas les. Je connais pas les chanteurs de rugby. De rugby, je connais pas les chanteurs de rugby. Ouais, bon, je pense Là, que je tout sais le monde connaît déjà de qui on va parler. Ouais. Oui, Hein? c'est écrit apparemment. Bon. Moi, je sais pas. Monsieur Abdellatif Benazzi. Ok. Tu connais? Ok. Du tout. C'est pas vrai. Wallah. Eh ben écoute alors, Blasphème. vas-y Fadel, Ouais. écoute. Vas-y. Alors, Abdellatif Éduque-moi. Benazzi, c'est, je pense, un des seuls joueurs au monde qui a joué pour 2 pays de rugby. Au niveau senior, il a joué pour l'équipe nationale du Maroc senior à 18 ans et la France a décidé de le prendre à 18 ans. C'est-à-dire dans la même année, en comme par hasard. 1990, il rejoint l'équipe de France après 1 ou 2 sélections avec l'équipe marocaine. Alors, Attends, à ce moment-là, il habite en France ou au Maroc? au Maroc, d'abord, Oujda. il habite à Oujda, je reviens. D'accord. Allez, flashback. Commençons par le commencement. Alors, Abdellatif Benazzi est né en 1968. Moi, je croyais qu'il était un peu plus âgé. Mais enfin, il a 52 ans, donc je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus âgé que 50 ans. Peut-être parce qu'il est dans le milieu Non, depuis il a longtemps. été vite à haut niveau en fait. Et il a arrêté sa carrière plutôt jeune. Alors, c'est quelqu'un qui est très grand et très volumineux. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes pendant sa jeunesse. J'ai vu 2 ou 3 interviews filmées où il explique que c'était quasiment un complexe. C'était le gros tabose, l'gled, etc. Et donc, effectivement, il faisait le double de volume de ses petits camarades de classe. Et donc, vous connaissez un peu, les enfants sont souvent terribles, sont cruels. Il explique plusieurs fois qu'il a vraiment souffert de ça. Et donc, il a commencé le sport par du foot, comme tous les Marocains, à l'USO, ou la l'USMO. Doucement, Tihad Islami. Et après, il a fait aussi de l'athlétisme en faisant le lancer de disque par rapport à son gabarit. Donc, c'était le disque et le marteau. Et il est repéré... C'est 33 tours. Il est repéré par un coach allemand qui lui explique qu'il aurait peut-être un bon profil, une carte à jouer. Non. Et donc, ce qu'il dit dans l'interview, il lui dit, écoute, tu prends la balle, tu prends le ballon et tu vas tout droit. Obélix. Tout droit, c'est Obélix. Il lui a donné une stratégie Obélix, en fait. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui a un peu changé toute sa vie. Tout ce qui est venu après, c'est cette rencontre. Donc il joue dans quel club là? L'MCO. Ah d'accord. Donc Okay. là, il passe à l'MCO, qui est l'équipe la plus titrée, le Mouloudia d'Oujda, qui est l'équipe la plus titrée pendant cette période, je pense jusqu'à aujourd'hui, au niveau du rugby. Et là, il fait des ravages, parce qu'il est trop fort. Si on devait le définir fort, physiquement, hein. 1m97, 115 kilos, assez compliqué. Sachant que le rugby, les gabarits sont quand même... Non, ouais. mais bien sûr, mais non, mais ce qui est important, c'est d'avoir si tu as réussi à avoir le cœur et la condition physique pour transporter tout ça, ce muscle. Ouais. C'est-à-dire que ces kilos et ces tailles, c'est un peu un patrimoine, j'ai envie de dire, génétique. Mais si avec le travail, tu arrives à en faire de ça une dynamique, là, tu deviens. Alors, les témoignages qu'il y a sur lui, c'est qu'effectivement, ça ne suffit pas d'avoir un corps d'athlète ou un corps de mastodonte. Ouais. Sa principale caractéristique, c'est un mental. C'est un mental puissant. Je veux trouver le mot qui le représente le plus. À partir du moment où il a compris qu'il a un don. C'est un bosseur. Et il commence à bosser et il commence à vouloir aller le plus loin. Donc, il rejoint l'équipe junior à 16 ans. Il joue quelques années en équipe junior, équipe nationale. Et il est appelé en équipe nationale senior à 18 ans, en 1990.
Et cette année, il est repéré par les Français. C'est un club qui s'appelle Cahors Oui, dans le sud-ouest. qui le recrute. Il passe juste une année chez Cahors, mais là où il va faire le plus gros de sa carrière, c'est à Agen. Agen, Oui, Agen. Ouais. Agen. Agen, pareil, sud-ouest. Sud-ouest. Tout ça, j'y étais. Ramadan aussi. Oh là 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 là. Joli, joli. Si, 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 elle est Donc jolie. là, il passe 13 ans. D'accord. Et ce qu'il explique lors de son passage à... Alors, on va oublier la petite année rapide où c'est juste c'est de l'adaptation à un Au nouveau pays. monde. Au début de sa carrière à Agen, il souffre. Il est marginalisé et on ne veut pas qu'il joue. Et il a expliqué qu'il y avait 12 recrues à Agen. Il n'y en avait plus que 3 en fin de saison. C'est-à-dire que Tout le monde lâche. les anciens n'aiment pas trop les nouveaux. Agen, c'est un très gros club de Ça France. me rappelle Agen, c'est un club historique du sud-ouest avec beaucoup de tradition. Et entre autres, un joueur qui s'appelait Philippe Sella, qui est dans les années ça 80. me rappelle un film, et je me demande si c'est pas tiré d'une histoire pareille. C'est son idole, Philippe Sella. Philippe Sella, son idole. C'est le numéro 13. C'était un monstre. C'était un joueur très rapide, pas Et du tout le ouais, même poste. C'est comme ça qu'il l'a rejoint à Bah, tu Agen. vois, j'ai pas fait exprès. Parce que Philippe Sella, bizarrement, ressemblait à un chanteur qui s'appelait Jackson Brown, avec la mèche comme ça devant. Mais bon, Philippe Sella, c'était l'icône d'Agen, tu vois. J'ai essayé de voir un peu son parcours, et là où ça devient intéressant, c'est son parcours en équipe nationale. Alors, à Agen, il a gagné le championnat de France, mais c'est en équipe nationale, et je pense qu'en tant que Marocain, ou de personne d'origine marocaine, c'est celui qui a le meilleur parcours dans un sport collectif, tout sport collectif confondu. Quand je vois un peu le parcours, alors il joue 3 Coupes du Monde, il fait 2 demi, une finale, en 91 en Nouvelle-Zélande, il fait en demi-finale, alors il est blessé pendant la compétition, donc il joue que 3 matchs. Et en 95, c'est là où il y a une légende qui dit que ce fameux match France-Afrique du Sud, alors là, juste pour le contexte, en 95, la Coupe du Monde de rugby est organisée en Afrique du Sud, qui vient juste de sortir de l'apartheid et d'élire en un an auparavant Nelson Mandela. Et donc Nelson Mandela, il y a même un film qui s'appelle Invictus, de Clint Eastwood, qui explique bien que Mandela, un de ses outils de réconciliation, c'est l'instrumentalisation de cette équipe de rugby pendant cette Coupe du Monde. Qui va être ruinée à la mi-temps quand il va y avoir que des Noirs qui vont venir éponger le terrain. Et que des Blancs qui jouent, avec un seul Noir. Avec Chester, ouais, exactement. À un moment, il y avait tous les balayeurs qui étaient noirs et tous les joueurs qui étaient blancs. Pourquoi c'est important par rapport à quelque chose qui va se passer pendant cette Coupe du Monde? C'est que à un moment, l'Afrique du Sud, pas favori au départ de la compétition, arrive en demi-finale et elle va rencontrer la France. France où Abdelatif Benazzi est capitaine. Bon, il a gravi les échelons très rapidement et il devient capitaine de l'équipe de France. Et pendant cette demi-finale, Benazzi plante un essai aux dernières minutes qui les fait gagner. Et cet essai est refusé parce qu'il n'a pas passé la ligne pour quelques centimètres. Alors après, est-ce qu'il a... Parce que c'était une sorte de mêlée où on voit légèrement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour Abdelatif, c'est peut-être un... Alors, il fait très attention quand il parle de Mandela, parce que c'est Mandela lui a préfacé son livre. Mais il dit, je pense que les Sud-Africains voulaient cette Coupe du Monde. Il le dit comme ça. Comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Donc, tu peux pas taper sur Nelson Mandela. C'est difficile. Donc, c'est un regret. Et en 99, il joue la Coupe du Monde en Angleterre, où ils battent la Nouvelle-Zélande en demi-finale, la grande Nouvelle-Zélande de John Alomu. Et ils arrivent en finale où ils perdent contre les Australiens. Et c'est une autre finale qu'ils perdent. Donc, il n'aura jamais été champion du monde. Il n'aura jamais été champion du monde, mais il a quand même fait 2 finales et une demi-finale, ce qui est remarquable. Alors, là où il était au top, c'est comme ça qu'il devient capitaine, c'est pendant cette période 93 à 97, l'équipe de France bat la Nouvelle-Zélande 2 fois en Nouvelle-Zélande, bat l'Australie 2 fois en Australie et bat l'Afrique du Sud 2 fois en Afrique du Sud. C'est les 3 grandes équipes de l'hémisphère sud, et ce qui fait que la France était quand même sur le papier un des favoris sur cette période des années 90. C'est quelque chose qui lui reste au travers de la gorge parce que il y avait possibilité que la France soit championne du monde. Sachant que il faut relativiser parce que la Coupe du Monde à ce moment-là est une jeune compétition. Elle n'a pas le poids par exemple de la Coupe du Monde du foot. Voilà. Elle a du mal à s'intégrer dans les championnats nationaux qui sont très compliqués. Tu vois, par exemple dans le rugby,
rugby, la Coupe d'Europe, la H Cup pour rester correct, n'est pas comme la Ligue des Champions en foot. Les championnats nationaux, le top 14 aujourd'hui, le championnat d'Angleterre, sont des compétitions très 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 prestigieuses, le tournoi des 5 nations, des 6 nations, et très gros tournois. Les test matchs, là, quand Fadel nous dit qu'ils sont allés battre les Néo-Zélandais à Wellington, c'est un test match, donc plus ou moins un match amical, mais c'est très suivi. Donc ces matchs-là, ils sont autant de poids qu'une Coupe du Monde qui commence à s'installer, qui est une nouvelle compétition sur laquelle on essaie de dépliquer un peu le modèle du foot, Coupe du Monde et Coupe d'Europe, etc. etc. Voilà. Mais le tournoi des 5 nations, enfin des qui est devenu 6 nations, les test matchs, le top 14, c'est des grosses compétitions pour le rugby. Son regret, c'est que à chaque fois, il y avait une équipe plus forte. Ouais. Mais sur toute la décennie, c'est eux qui ont fait 2 finales et une demi-finale. Ouais. Et à chaque fois, ils ont perdu contre la Nouvelle-Zélande en 91, contre l'Afrique du Sud en 95, contre l'Australie en 99, qui étaient les bons. Et c'est ça ce qui Non, ce qui est. Tu voulais parler? Non, juste une question. Je voulais savoir si, parce que moi, j'ai jamais entendu parler de lui. Mais à l'époque, est-ce que au Maroc, il avait ce statut d'icône, c'est-à-dire est-ce qu'on relayait ses achievements en tant que Marocain dans une équipe? Bien sûr. Okay. Enfin, tous ceux qui suivaient le sport connaissaient Abdel Nazi, le numéro 8, le bandeau là autour des oreilles. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Quand il y a les capitaines d'équipe de France partant d'où? Les deux chefs d'État qui se rencontrent, par exemple, Hassan II ou Mohamed VI avec le président français, il était toujours dans la délégation parce que c'est un peu le pont entre les deux. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours cru. Enfin, tu prendrais 20 Français là, ils auront te dire que Marocains de France. Oui, exactement. Ouais. Enfin, plutôt Français du Maroc. Français du Maroc. Et pas du tout. Non, il est parti jouer au rugby en France et de là, il a continué en équipe de France parce que les lois du rugby te laissent arriver en équipe de France à partir du moment où tu joues au championnat de France. Donc, il a eu le passeport très vite, contrairement à d'autres. Alors, après donc, la fin de carrière, même pendant sa carrière, il a été nommé dans une commission qui était de l'intégration. C'est drôle, parce qu'il n'a pas du tout ce profil. Le type, il n'a jamais... Peut-être après, ça lui a collé cette envie de rentrer dans le social, la politique. Ouais. Aujourd'hui, sa dernière bataille, par exemple, c'est une sorte de révolution du rugby français, rugby corrompu, rugby où il y a les salaires des exécutifs de la Fédération française qui ont triplé. Donc, avec Serge Blanco, avec d'autres ex-rugbyman, il est en croisade il est dans une liste qui va prendre la présidence de la fédération de rugby. Il fait beaucoup d'associatifs au Maroc. Ouais. Il a une association qui veut intégrer les enfants par le sport. C'est une association où il y a beaucoup d'échanges France-Maroc. Ce que je voulais dire, c'est que ce profil-là, on ne l'a plus. C'est-à-dire, c'est quasiment l'immigré des années 60 qui quittait le Maroc très jeune pour travailler en France. Aujourd'hui, on a plutôt l'inverse. C'est des Marocains nés en France, de parents type Benazi, ou plutôt même. Lui, c'est un des derniers dans ce sens-là. J'en connais pas beaucoup d'autres qui ont quitté le Maroc et qui ont pris la nationalité, qui ont été recrutés au final. En fait, représenter cette nationalité après. Même au niveau technique, au niveau du sport, il s'intéresse au rugby, là, il a déjà 12 ans ou 13 ans, il est 14 ans. Plutôt 14 ans. Moi, je peux te garantir que les gars avec qui il est en équipe de France autour de lui, ils n'ont pas commencé le rugby à 14 ans. C'est-à-dire, arrivé en 4 ans, c'est des gens qui ont baigné dedans. Le rugby est un sport technique. On a beaucoup parlé de son physique, mais c'est un sport technique. Savoir où te positionner, le comportement dans les mêlées, le ballon, rien que la tactique collective, c'est quelque chose qu'il faut, une culture, c'est ça sa force, c'est un sport. Et ça, il a appris très vite. Il arrive au top niveau, et je peux te garantir qu'il arrive au top niveau très vite. Et ça, bravo. Et c'est fort d'arriver au top niveau aussi vite alors que tu étais dans un contexte plutôt traditionnel, plutôt un sport amateur. Et là, tu rentres direct dans le professionnalisme. À 18 ans, tu t'intègres 81er match, France-Australie. Et tu finis capitaine d'équipe. Et il prend un rouge. Et là, il se dit, ma carrière est finie. Je commence mon premier match, il rentre 13 minutes, et il prend un rouge et il sort. Et là, il se dit, c'est mal. Si je commence comme ça en équipe de France... Mais après, il a été... Les gens qui s'occupaient de lui savaient que c'était un petit génie du rugby. Accident. Non, je voulais juste terminer en disant que moi, j'ai de la famille qui joue au rugby en France, et des Marocains, version deuxième génération et tout. Et c'était une grande fierté pour les Marocains. Voilà. Quand il arrive en équipe du Maroc, en équipe de France, et qu'il a eu le brassard,
toute une communauté marocaine qui a du rugby ou pas forcément du rugby, qui s'identifie, qui était très content de, parce que le rugby c'est quand même la tradition. C'est pas comme le foot où tu as beaucoup d'origine sénégalais, algérien, marocain, congolais, ivoirien. Le rugby c'est plus le terroir, c'est plus, tu vois. Et là, avoir un Marocain qui arrive à prendre la direction, le capitaine leadership de ça, c'était une fierté pour beaucoup de Marocains. Voilà. Merci Fadel. Merci. Belle performance. Icône, ouais. Belle icône, belle performance. C'est un grand sportif, donc c'est facile. Grand sportif, exactement. Mouna, c'est moi. qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Alors, je ne l'ai pas fait exprès, mais je vous emmène à Oujda aussi. Ah bon? Okay. Tu me demandes, alors que tu as écrit le titre du podcast que j'ai pour toi aujourd'hui, on me l'a fait plus. En fait, je suis tellement fatigué que j'ai perdu ma lucidité et qu'on a encore des frères, effectivement. La fratrie des Maigris. Voilà. Et à Oujda, oui. Long is the night. Exactement. Je vais essayer de pas être too long quand même. Les Maigris, en tout cas, aujourd'hui, je pense que si on short pose... is the candle. Si on... Long is the night and short is the candle. Si on pose la question, je pense aux générations d'Yel Daba, que tu dis Maigri, je pense qu'ils vont plus penser à Younes Maigri, voilà, acteur, et on le voit beaucoup à la télévision, il est plus dans le spotlight, mais quand on parle d'une époque que les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas, c'était toute la fratrie Maigri qui était iconique, et c'est ce pack de 4 que je vais placer en icône. Alors, cette fratrie, je connais à Hassan, Mahmoud, Jalila et Younes, avec lequel j'ai commencé. Ils sont donc nés à Oujda dans une famille qui va en fait les faire baigner dans la musique, le premier souffle. D'abord parce que le père est musicien, il est instrumentiste, moi il me dans Foujda, Endosmito et tout ça. Et la maman est très pieuse et elle chante. Donc, Kabrin, Belgharnati, Belmedh, donc le musiqa. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a raconté sur les frères. Bouchnar. Voilà. Donc ils grandissent dans tout ça et donc la sensibilité musicale est là et comme c'est une famille un peu conservatrice, faut pas trop sortir, faut pas fréquenter les autres, donc ils s'entendent bien entre eux et c'est musique. Donc le gharnati, le medh, les chants religieux, mais aussi radio, donc Smahan, Mohamed Abdel Wahab, Hafid, Keltoum, etc. Et puis petit à petit ouverture vers d'autres choses, à savoir ce qui vient de l'Occident, donc Pink Floyd et compagnie. Et donc tout ça en fait, Beatles, Neil Young, Dylan, ce qu'on entend dans leur. Et en fait, je vais utiliser un mot qui est peut-être pas très joli, mais ça macère en fait. Imaginez-les vraiment enfermés et dans la musique. Donc ça macère, ça absorbe, ça macère, ça absorbe. Et ils sont tous passionnés, sauf que Hassan est peut-être le plus piqué de tous, et lui il a envie d'en faire un métier, il a des velléités, il a envie de sortir de Oujda. Oujda c'est trop petit pour ce qu'il a envie de devenir, et donc il a envie de s'installer à Rabat. Et il peut pas faire de rugby. Non. c'était bien avant. Ni d'oreille, pas tout de suite en tout cas. Et donc il va s'installer à Rabat. Il a plus ou moins l'approbation du paternel qui voit qu'il y a quand même du niveau et de l'ambition et peut-être même un futur. Donc il va s'installer à Rabat et il traîne avec lui son frère Mahmoud. Donc il y a Mahmoud et Hassan qui sont à Rabat. Et donc ils se mettent à faire de la musique. Ça, je vais pas donner de titre de tout ça. Je crois qu'on va choisir un morceau qu'on va écouter. Je crois que c'est indispensable. Ça fait très bien, amen. Juste pour vous la faire plus ou moins courte, je sais pas si j'ai le temps ou pas, mais ce qui va se passer quand il arrive à Rabat, c'est que il a quand même envie d'enregistrer, il a envie de faire plein de choses, mais que lui, par exemple, il aime le oud à l'époque, il aime la guitare, et il a déjà cette espèce d'ouverture sur d'autres genres. Et à la radio, ça grince un peu. Voilà, c'est pas très content de voir ce petit jeune qui ne fait pas les choses comme il faut, qui fait pas les choses Al-Qaïda. Et il bataille en fait, a priori, pour arriver à installer cette mini révolution. C'est de la pop. Oui, cette mini révolution, mais surtout à la radio. Et à partir du moment où il arrive à passer le pas et où il joue avec l'orchestre qui douce radio, il a un petit peu le tabac. Et c'est comme ça qu'il a plus de confiance et que de temps en temps il appelle le renfort. Et c'est là où les deux petits viennent agrandir les rangs en fait de la formation Maigri quand il le faut. Parce que dans plusieurs interviews, et Younes Maigri et Jalila disent qu'en fait, en gros, en vrai, c'est un duo, Hassan Mahmoud, de temps en temps alimenté par ces deux autres solistes qui font un peu leur carrière de leur côté. Mais c'est vrai qu'il y a un moment de leur carrière qui fait qu'on retient les frères Maigri parce qu'ils vont unir leurs forces et qu'ils vont surfer sur cette vague dont on a parlé dans un autre podcast qui était cette petite ouverture sur le rock en Darija qu'avait permis Golden Hands.
Ouais, mais enfin, Golden Hands et d'autres. Voilà, ça s'est chevauché un petit peu. C'était un vent de. C'était des gens qui, tout simplement, avaient une culture mondiale, enfin, qui, comme aujourd'hui, enfin, ça a l'air évident aujourd'hui, mais qui grandissaient dans un environnement où il y avait le local et le mondial, et qui ne voyaient pas pourquoi, au moment de produire, ils devaient être mis dans des cases. Ça a été long, hein, ça a été long. Je sais pas pourquoi ça nous a. Je le dis comme je le pense, pourri la vie, cette histoire de Marocains, ceux de l'Asri, ou le Chabi, ou le Gnaoui. Même le rail n'était pas accepté. Ouais, ça vient d'ailleurs. Même le rail n'était pas accepté. Il y a eu toujours beaucoup de conservatisme de la part de l'appareil, hein, pas des gens. Oui, de c'est la radio. Là, lui, en tout cas. Quand je dis l'appareil, c'est la radio, c'est les journalistes, c'est pas que ça. Hein, c'est l'opinion publique. Non, ouais, enfin, c'est ceux qu'on entend, en fait. Voilà, ceux qui écoutent, il n'y avait pas de problème. Et en plus, j'insiste sur le fait qu'à Oujda, il y avait énormément de groupes de pop, de rock. Enfin, c'était pas un monde fermé. Pas une exception. C'est pas un monde fermé. Et quand ils sortent, je pense qu'on va parler de leur tube, Les Étoiles, pour moi, c'est un morceau parfaitement pop qui est complètement en phase avec ce que fait Idil de l'autre côté de la frontière, avec Eva Inouva, ce qui se passe aux États-Unis avec la vague Dylan, Young, etc. Vraiment très acoustique, très mélodique, très beau. Et pour moi, c'est des gens qui ont cassé une porte, défriché le terrain et permis de faire en sorte que derrière des gens, comme il y en a énormément aujourd'hui, ça a l'air évident aujourd'hui que les Marocains puissent faire du rap ou du rock ou quelque chose, mais à l'époque, c'est des gens comme ça qui ont essuyé les plâtres. Et il y a eu d'autres plâtres, on en a essuyé nous aussi après. Et encore, mais les plâtres maintenant, justement, c'est réglé. Et il faut remercier ces gens-là qui ont essuyé les premiers, qui étaient les plus brutaux peut-être, des blocage intellectuel qui consiste à dire mais ça c'est de la guitare, voilà, exactement. Et donc ça a commencé par cette petite mini-révolution dans la radio qui est passée ensuite à l'image puisque en fait ils ont commencé à être invités à la télévision et donc ils sont passés par des émissions notamment Hamid Ben Cherif qui va après leur faire des clips. Donc l'arrivée des clips ça change aussi beaucoup. C'est une fois que ça rentre dans le paysage audiovisuel adoubé, tu passes à la télé. Exactement. Et là ça fait une ouverture. Tu fais partie de la famille de tout le monde. Et ça fait une ouverture aussi sur le c'est une ouverture sur l'international. Ça commence à être écouté dans les pays du Maghreb déjà pour commencer, un petit peu Middle East. Et là, il va se passer quelque chose, c'est qu'en 69, il va y avoir, alors j'ai trouvé ce terme, je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie, mais un détachement royal en 69. En gros, Hassan II accorde une bourse pour leur faciliter leur carrière. Et là, il paraît que ça va faire un véritable tournant parce qu'en gros, il y a plus cette espèce de pression de il faut vivre de la musique, donc c'est limite, on a fait ça toute notre vie et maintenant on a de l'argent pour faire ça encore mieux toute notre vie. Ils vont faire leur studio, non ? Beaucoup de choses. Il y a eu ça, mais il y a aussi Hassan Migri qui a profité de ce capital et de cette validation qui arrive en 69 pour en fait aller se nourrir de musique. C'est vraiment des mordus. Et donc lui, ce qu'il fait, il voyage, il va rencontrer, il veut d'autres sons. Il va en Algérie, il va en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan. Il se nourrit, il revient. Et donc c'est pour ça que même s'il y a vers la fin, bon, je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu, mais voilà, il y a des groupes comme ça qui disparaissent. Mais en gros, il revient avec un souffle encore plus neuf, avec des sonorités qui viennent d'ailleurs. Et il rappelle à ses côtés ses frères, sa sœur, et voilà, et ça fait des tournées qui, donc en gros, départ de Maghreb, il va s'abreuver de sonorités d'ailleurs, il revient au Maroc, il reprend sa fratrie, et ils partent cette fois-ci en tournée pour faire découvrir en fait la fratrie Migri au-delà de la Méditerranée, France, Espagne, Italie, Grèce, Chypre, etc., etc., etc. Pourquoi ça n'a pas perduré ? Bon, ça a perduré quand même. Oui, mais je veux dire... pas la formation des quatre, quoi. Oh, mais tu sais, la formation, un groupe, c'est presque une anomalie dans la carrière de quelqu'un, de rester très longtemps. On va parler des Stones, de Metallica, ça, c'est des groupes qui ont très peu évolué, mais c'est presque une anomalie par rapport au modèle classique de l'artiste qui s'entoure d'autres artistes selon ses goûts, son évolution personnelle et les horizons qu'il défriche. Mais non, je trouve que ça a duré. Enfin, les gens ont les frères Migri en tête. Oui, quoi. Complètement. Mais bon, voilà, peut-être que c'était maladroit comme tournure de phrase, mais en tout cas, voilà, ils vont avoir une carrière plus qu'honorable avec des signatures avec des grandes maisons prestigieuses, Polydor me semble-t-il, Philips aussi. Mohim, la fratrie Migri, quoi. Marquante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Fadel, tu valides ? Je valide. En tant que alors on va finir sous le thème de Oujda. Exactement, et on n'a pas fait exprès. C'est ça, je ne savais pas en plus. On n'a pas fait exprès. Je rappelle juste que je suis Oujdi. Ouais. Reda, toi aussi. Et Benazzi aussi. Reda aussi. Oula, ah ouais. 4. Hein ? 4. Non, moi j'ai une deux. Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai des grosses racines là-bas et les Migri, c'est un peu les amis de la famille aussi. Voilà.
Donc on va finir par écouter... Lil Tawil. non, The Benazi. Candle. Dans une voiture. Salut les amis, à la semaine prochaine. ليلي طويل ما عنده نهاية والشمع يقلي ولو نسمعي ودمعي يسيل من شوقي وهوايا وقلبي علي في النجبر دوايا Produit avec le soutien de la MDJS.